Bonjour. Bonjour. On m'a posé une question concernant le subliminal. Quel est le processus d'opération en fait? Ben, c'est un processus simple. Hein. Tout ce qui rentre, c'est un peu comme la nourriture. La nourriture, tout ce qu'on mange devient nous. Et nous devenons ce qu'on mange aussi. Il y a un échange qui se fait. Donc, il y a une espèce de... Il y a comme, on pourrait dire, une mutation qui se fait des produits qu'on ingurgite. Mais on ne peut pas ingurgiter n'importe quoi pour obtenir le même résultat. On est bien d'accord. Donc, c'est pareil au niveau sur le plan psychique. C'est-à-dire que la répétition constante d'insanité nous amène dans cette insanité et fait ressortir en nous cette disposition et ensuite de ça fabrique un ensemble de corruption. Alors que, disons, une incantation qui va dans l'autre sens, c'est comme un mantra, une prière, elle amène à cette purification. Alors on amène soit le durcissement, la dissolution, la lourdeur des choses, où on part vers la libération. Alors tout ce processus d'opération, il est simple à quelque part à comprendre. À présent, faut bien se concentrer là-dessus, et c'est là où il y a à présent une difficulté, parce que le subliminal, c'est tout l'ensemble de toutes choses, dans le sens que, tu vois, à une certaine époque, on n'avait ni télé, ni radio, ni tout ce tralala. Il y avait des gens qui faisaient de la musique, où il y avait beaucoup de gens, tout le monde était plus ou moins en prière. Il y avait des prières régulières, il y avait des choses qui étaient comme ça. C'était l'éducation, en somme, qu'on donnait aux enfants, de manière centrale. Ensuite de ça, en périphérie, on leur apprenait évidemment à fonctionner dans le mouvement dans lequel ils se trouvaient. Un paysan, un fils de paysan, il apprenait le métier, un forgeron apprenait le métier, bref. Et ces métiers étaient donc, étant cohérents et complets, étaient donc des supports à tout l'ensemble des différentes spéculations intellectuelles que pouvait avoir le personnage qui travaillait. Et son influence sur le plan intellectuel était faite donc par ses prières, par ses mouvements, par les sons qui se dégagent des différents travaux, etc. Donc ça donnait telle disposition, tel genre d'homme qui actuellement on ne peut pas. C'est difficile de saisir ce que ça peut représenter, les hommes de cette trempe, puisqu'on est constamment embarqué dans des considérations qui sont totalement arbitraires. Dans le sens qu'on nous balance des infos de tous bords, de partout, dans tous les coins, qui sont des infos qui sont toujours tendancieuses. Je ne dis pas qu'elles ne sont pas vraies, mais elles sont vraies sur un plan et on ne nous donne jamais ni les causes des événements qui se passent, ni rien du tout. Tout est bien ciblé de manière à maintenir les gens en quelque sorte dans une sorte de peur, dans une sorte de curiosité malgré tout, un intérêt morbide pour toute chose. Alors tout le monde va écouter quand il y a X milliers de personnes qui sont en train de se noyer dans un coin de la planète, ou en train de mourir de faim dans un autre coin. Tout le monde est attentif pour regarder ça, pour pouvoir être content d'être assis dans son fauteuil devant ce téloche. Je veux dire, c'est pitoyable du début à la fin. Ensuite de ça, il y a la forme des images, la façon, cette manière d'aborder toute information qui est en quelque sorte une propagande, en réalité, mais qui est balancée sous la forme d'une information. Ensuite de ça, les musiques qui vont autour, l'habillement, ce que l'on montre des gens, soyons-nous femmes, on montre, on les dénude à l'emplacement pile où c'est tendancieux, il y a quelque chose tout le temps, on se met bien à l'aise.
Et on se met à l'aise sur un plan où justement il fallait lutter. Alors on lutte plus là, c'est terminé. Donc gentiment, c'est l'écroulement. Et la musique pour la jeunesse, comme la jeunesse, elle est une clientèle c'est vraiment du sérieux. Donc elle est ciblée et on la détruit. Ouais. C'est-à-dire c'est la destruction même de la jeunesse. Ensuite de ça, il ne faut pas compter sur les écoles pour aller faire une correction. Bien au contraire, on leur apprend simplement à lire, à écrire, donc à écouter, et à y aller, ils savent lire et écrire, mais ils sont plongés dans ces saletés-là. On les met surtout pas en garde là contre, parce que d'ailleurs, en plus de ça, je pense qu'un instituteur qui mettrait en garde les enfants contre le fait d'écouter, bah bien sûr. Alors voilà. Donc c'est vraiment un coup monté pour nous descendre, quoi. C'est le cas de le dire. Hein. Tu vois, c'est vraiment quelque chose, c'est dramatique, du début jusqu'à la fin. Alors le processus d'opération, il est là, c'est-à-dire c'est un rabâchement, c'est du lavage de cerveau, comme on peut laver un corps en le purifiant, en lui faisant un régime sévère pour amener à tel résultat. Alors, là en l'occurrence, un régime sévère pour obtenir un résultat comme ça pouvait se produire dans certaines situations, c'était on allégeait le corps, on le purifiait, on nettoyait de manière à ce qu'il ne soit pas un handicap, un poids, une charge qui nous empêche en quelque sorte de nous élever. Bon, ça c'est une chose. Actuellement, on en est où là? C'est hors de proportion. Soit on l'allège d'une manière, c'est-à-dire pour montrer à quelque part les emplacements qu'on veut montrer, c'est-à-dire on connaît les emplacements qu'on veut montrer en principe, on voit bien ce qui se montre. On est d'accord. Tu veux dire qu'on pèse des tonnes et pour entreprendre cette ascension, on n'a pas tous les atouts là. Mais c'est totalement, le mouvement se fait constamment à l'envers. C'est un mouvement, c'est une gymnastique pour arriver à un résultat. C'est quand on veut faire un sport ou qu'on veut obtenir un résultat dans quelque chose, il y a des gymnastiques appropriées. Un lutteur, il a un entraînement. Boxeur, il a un entraînement. Un judoka, tout ça. Là, c'est une gymnastique sur le plan intellectuel qui est continue, de manière à nous amener à la paralysie totale. Voilà ce que c'est. D'accord. C'est comme une posture en yoga qui nous tordrait suffisamment jusqu'à tout d'un coup, le passage qui est bien comme il faut rend la chose irréversible. Voilà ce que c'est. C'est pas autre chose. C'est tout simple, là, quelque part. Et moi, je pense pas que ce soit difficile à comprendre. À présent, c'est peut-être difficile à comprendre en profondeur. Parce qu'il faut comprendre le processus d'opération pour suivre le rouage. Mais ça, chacun le suit avec la possibilité qu'il a. Mais la chose, elle est claire. Essaye de manger, je sais pas quoi, tu verras qu'il y a un changement dans ton corps. Ouais. Essaye de réfléchir d'une manière, ou de lire certaines lectures. Il y a un changement dans tes pensées. On est bien d'accord avec ça, non, c'est pas. Tout le monde peut le constater. Donc, c'est là où ça se travaille. Et tu penses qu'on a passé ce seuil là où c'est devenu irrémédiable? Oh, ben, en tout cas, au niveau collectif, je sais pas. Moi, je suis... Dieu seul le sait, voilà. Oui, d'accord. Je dirais ça parce que pour moi, effectivement, on a passé le cap depuis longtemps. Mais je veux dire, Dieu seul le sait, parce qu'il c'est lui qui tient dans ses mains l'ensemble des choses, y compris le miracle. Oui. Donc, voilà. Et qu'est-ce qui n'est pas miracle à un moment donné? Tout est miracle sur cette création. Il y a un passage où, voilà. Mais enfin, disons, voilà le processus d'opération. Et c'est là qu'il faudrait essayer de... Comme je dis, moi, j'aurais pas fait mieux que les autres. C'est simplement, la vie s'est chargée de faire que, en réalité, j'ai jamais eu de télé, la radio, j'en ai eu une à l'occasion, mais après, bon, ça n'a pas été intéressé, j'ai pas été intéressé par ça.
Enfant, je vivais dans la forêt, dans la campagne, avec des chats, du ci, du là, il n'y avait pas de téloche, il n'y avait pas de radio, il n'y avait rien. Donc j'étais avec mes parents. Ensuite de ça, oui, c'est en fait la vie, c'est chargé de me protéger un peu de ces choses-là. Je dis bien un peu parce que je suis plongé aussi quand même dans le monde, dans l'existence. Et puis je peux pas y échapper. Et je veux dire, le peu que j'ai pu y échapper m'a aidé à comprendre le processus. Parce qu'en y échappant, je me suis retrouvé, moi, à vivre beaucoup dans les forêts. J'ai habité pendant 10 ans dans les forêts. J'ai habité en camping-car, moi. Je m'étais fait un camping-car et je vivais dans les forêts. Voilà. C'est-à-dire que je travaillais la journée, parce que j'ai toujours dû le faire, je les ai dit, pour gagner ma vie, ce qui a été une chance aussi. Personne ne m'a donné des sous pour faire des études, je sais pas quoi, comme ça se fait. Mes parents n'avaient pas cette possibilité-là, et on n'en parlait pas, ça ne rentrait pas dans une idée comme ça. Donc j'ai appris à travailler, à faire quelque chose, ce qui veut dire que je travaillais la journée, et le soir, quand j'avais fini mon travail, je rentrais à la maison, ma maison c'était la forêt. Voilà. Et je faisais ça pendant des années. Je suis resté dans un endroit, une région, pendant 10 ans, où j'étais tous les soirs dans ces forêts. Donc, et j'avais pas de radio dans cette forêt, évidemment pas. Donc, j'avais la contemplation du décor, et j'étudiais ce que je voulais étudier, ce que mon père m'avait indiqué, et j'avais toutes les lectures appropriées à ça. Donc je pouvais méditer là-dessus, réfléchir, pendant ce temps que les autres regardaient le feuilleton, le match, le film, le dernier film, les derniers tubes, la dernière nana super, et tout le monde était là à regarder ça. D'ailleurs, je les ai vus, mais je les voyais en passant. Mais par contre, moi, j'y étais pas plongé. Je n'étais pas plongé dedans. Alors que finalement, je me suis aperçu après coup, c'est que les personnages que je côtoyais, puisqu'en travaillant, tu côtoies des gens, puis qui sont sympathiques. Moi, j'ai pas eu de problème de côtoiement avec les personnages avec qui j'ai eu affaire. Hein. Bien au contraire, tout s'est toujours bien passé. T'as pas eu de problème avec les autorités, non? Ah, mais ça, c'était sans arrêt. Mais après, au bout d'un moment, je suis fatigué parce que, disons, moi, je ne recherchais pas des misères. J'étais pas en train de faire je sais pas quoi. Mais ils m'ont couraté après pendant longtemps. Oui, mais c'est interdit de faire ci, parce que là. Puis j'ai écouté, regardez, passez derrière moi. Quand je passais, il n'y a rien. Je laisse aucune trace. Donc, moi, j'aime bien ça. Il fallait que j'aie un domicile parce que comment c'est interdit. Si tu es en domicile fixe, dans un pays comme la Suisse, c'est interdit. Tu n'as pas le droit de ne pas avoir de domicile. Bon. Alors, j'avais un domicile. J'avais un endroit où je pourrais rentrer. Mais je disais, moi, j'ai un domicile, mais ce que j'aime, c'est vivre dans ces forêts, parce que j'aime bien cette nature. Bon, tous flics qui sont, à un moment donné, ils comprennent ça, hein, quand même. Ils sont aussi, à un moment donné, ils ouvrent les yeux, et puis ils ont les mêmes yeux que tout un chacun. Ils ouvrent, ils voient les arbres. On ne peut pas dire quand même que c'est désagréable. Et puis bon, il y en a quelques-uns qui rabâchaient leurs histoires. Au bout d'un moment, ils se sont lassés un peu, puis comme il n'y avait pas de traces, je laissais pas de traces. Il voyait mon fourgon, il dit, ouais, bon, ben, on le connaît, c'est lui. C'est le fou. Ouais, ça a passé la rampe, péniblement, hein, parce que dans un pays comme la Suisse, à cette époque, ce que la France est devenue d'ailleurs, la délation était quelque chose de courant, elle était encouragée, ce qui veut dire que les gens parlent de nouveau, processus subliminal, qu'est-ce qu'ils font pour être un bon citoyen, puis pour se sentir bien, avoir fait son devoir, on téléphone à la police parce qu'on a vu quelque chose qui est insolite, c'est-à-dire un fourgon qui est arrêté en lisière de forêt. On sait pas, on n'a pas vu ce qu'il y avait dedans, c'est louche. C'est mystérieux, c'est un peu on voit rien, on n'entend rien, c'est louche. Voilà, donc le procédé, il est là. Donc, inévitablement, s'il y en a un qui venait faire pisser son chien dans la lisière de forêt, instantanément, il prenait son téléphone et il appelait pour dire qu'il y avait quelque chose d'insolite. Donc, hop, et les voilà qui débarquaient. Moi, j'avais l'habitude, si je voyais quelqu'un venir avec son chien, 10 minutes après, j'avais les gendarmes.
c'était une habitude. Alors... c'est fou cette mentalité, vraiment, c'est... Oui, mais c'est comme ça, c'est lamentable, mais on vit dans ce monde, donc on est obligé d'accepter ça comme ça. C'est comme ça. C'est comme quand il y a de l'orage, il pleut, ça tonne, il fait pas beau, bon ben là voilà. Donc, il n'y a pas moyen. Je ne dis pas que tout le monde le fait d'ailleurs, parce que il faut quand même toujours laisser la place pour d'autres personnes qui, eux, allaient apprécier justement cette forêt, la même chose que je pouvais l'apprécier. Mais là, c'était quelque chose de courant, cette façon de faire. Ouais. Donc il fallait que je fasse avec aussi. Tu vois, il fallait, c'est tout un sacrifice. Tu payes cher cette position-là. Faut être fait pour. Faut être fait pour parce qu'on te regarde toujours comme un paria, un renégat. Tu vois, t'es un anarchiste, c'est tout ce qu'on veut, toutes les qualifications possibles qui te disqualifient par rapport à une société. Bon. Moi, j'ai eu de la peine pendant un moment, j'étais révolté contre tout ça, puis après, au bout d'un moment, c'est bon. Moi, je sais, il y a un passage où tout d'un coup, j'ai vu où étaient les anarchistes. Tu comprends? Il y a un moment donné où tu sais pas, alors tu te demandes si t'es pas par hasard anarchiste. Puis quand tout d'un coup, tu vois l'ensemble du décor, tu t'aperçois que tu vis parmi des anarchistes, et que toi, tu essayes de ne pas l'être. Avec une grande difficulté, parce que tu es entraîné à l'être. On t'apprend à être anarchiste par rapport à la réalité des choses. Mais on t'oblige à être obéissant à l'égard de personnages qui sont incompétents. Anarchiste, voilà. Non, mais attends. Anarchiste par rapport à Dieu. Alors, voilà, donc, c'est toujours, puis simplement, donc, par la suite, par rapport au bon sens des choses. Bon. Mais écoute, on va finir, là. Donc, le subliminal, en gros... C'est un repas poison. Voilà, c'est un repas empoisonné. Voilà ce que c'est. Pour le psychisme. Voilà, mais c'est l'ensemble. Le psychique agit d'ailleurs sur le physique, on le sait, ça se dit de partout. Il suffit d'avoir des soucis pour un ulcère, donc c'est pas un problème. Donc tout est lié. Donc c'est un repas poison. Voilà ce que c'est rien d'autre. Tu veux dire que le subliminal, il a des répercussions sur notre physique aussi? Mais bien sûr, comment voudrais-tu qu'il n'en ait pas? Comment il ferait là? Si chacun sait que quand on est en stress, ça crée des problèmes physiologiques. Quand on est en souci, quand on est plein de problèmes, ça finit par pas jouer, non? Ça rend malade, oui, c'est clair. Ça rend malade, non, c'est bien ça. Bon, ben alors voilà, donc là, le truc, il est parfait. Je veux dire, c'est un processus, pardon. Et là, en l'occurrence, ben, c'est une participation qui n'est pas nécessairement volontaire d'une quantité de population où les gens ne se rendent pas même compte de ça, ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils font. Mais le procédé est là, il est en marche. Et on n'a plus la référence voulue pour nous permettre de voir qu'en réalité ce qu'on fait. Bon, en gros... C'est comme quelqu'un qui ne sait plus ce qu'il fout. Eh bien, on en est arrivé là sur un certain plan. Donc, en gros, on est tous la proie à ce subliminal. Ah, ben bien sûr. Ok. Eh ben écoute, on va finir là-dessus. Je te remercie. Mais c'est toujours avec plaisir. Et à bientôt. Alors...